Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un débat central en sciences qui remet en question les fondements même de l'évolution. Attention, avant de rentrer dans le vif du sujet, notez que beaucoup des arguments dont je vais vous parler viennent soit de philosophes des sciences, soit de moi-même. Donc dans les deux cas, beaucoup d'entre eux sont purement spéculatifs. Ils sont à considérer avec prudence comme toute théorie et surtout à considérer dans leur temporalité. Le but de cette vidéo est d'essayer de comprendre si les phénomènes macroévolutifs tels que l'endosymbiose sont des obstacles conceptuels à la théorie de l'évolution néo-darwinienne et ou à la génétique des populations. Rappelons ce que c'est que l'endosymbiose. Il s'agit d'un type particulier de symbiose, généralement bénéfique et à long terme, dans laquelle un organisme est intégré dans un autre. On retrouve ces endosymbioses dans le monde vivant, par exemple entre insectes et bactéries, ou encore entre zooxanthelles et mollusques. Toutefois, dans cette vidéo, on va surtout se baser sur un système endosymbiotique, celui de la mitochondrie, qui proviendrait de l'entrée d'une alpha-protéobactérie dans une cellule archéale. Beaucoup de travaux considèrent les endosymbioses productrices d'organites et même les symbioses en général comme des obstacles conceptuels à la théorie de l'évolution darwinienne. Mais est-ce vraiment le cas? Pour tenter de débattre sur ce sujet, on va tout d'abord mettre en avant certains arguments en faveur et défaveur d'une remise en cause conceptuelle de la théorie darwinienne, puis exposer l'idée de recours à une nouvelle force évolutive nommée la symbiogénèse. Tout d'abord, parlons rapidement de la théorie néo-darwinienne. Il s'agit d'une théorie stipulant que l'évolution des gènes est le résultat de polymorphismes dans la population issus de mutations spontanées qui peuvent être plus ou moins transmises verticalement selon le succès reproductif ou de survie qu'elles génèrent. Cette théorie nécessite donc intrinsèquement des individus, car après tout c'est l'individu qui est unité de sélection. La théorie néo-darwinienne ne prend pas en compte seulement l'adaptation sélective, mais aussi la migration, la taille effective de la population ou encore l'effet de dérive génétique sur l'évolution des fréquences alléliques. Dans ce cadre théorique, on peut réaliser des analyses pratiques avec la génétique des populations qui cherche à comprendre comment évoluent les fréquences alléliques dans la population au cours des générations. Maintenant qu'on a posé le cadre de l'étude, analysons les arguments qui défendent le fait que l'endosymbiose puisse être un obstacle à une pensée purement néo-darwinienne de l'évolution. Il existe en vérité trois tensions théoriques qui ne peuvent pas être désamorcées par le néo-darwinisme pur. La première est le fait que lorsque l'on fait de la génétique des populations dans le cadre darwinien, on présuppose l'individualité des organismes. Mais dans le cas d'une endosymbiose, est-ce vraiment un individu? Peut-on réduire un système émergent de deux organismes génétiquement distincts comme un individu? De plus, concernant la fitness, comment la représenter? La fitness du système est-elle la somme des fitness de ses constituants ou bien doit-on considérer un effet synergistique? Aussi, comment représenter des pressions sélectives potentiellement différentes entre constituants intégrés dans un unique modèle? On le voit, considérer un modèle darwinien, c'est présupposer des faits qui ne sont pas prouvés. Aussi, considérer ces phénomènes endosymbiotiques, c'est accepter de remettre en question notre manière de dessiner les arbres phylogénétiques. En effet, on le sait, quand on utilise des modèles évolutifs pour faire des arbres, on considère des dichotomies, c'est-à-dire qu'un ancêtre se divise en deux linéages distincts, divergents. De ce fait, chaque groupe est monophylétique, c'est-à-dire que tous les descendants proviennent d'un unique ancêtre commun. Mais cela n'est-il pas une aberration, car si les systèmes sont en fait composites, alors ils possèdent deux ancêtres, et la monophylie devient fausse. Il faudrait donc plutôt considérer les arbres comme des réseaux de lignages, ou alors un système anastomosant, pour représenter ces phénomènes endosymbiotiques. Le troisième argument est probablement le plus central, en remettant fondamentalement en question la théorie darwinienne comme unique force évolutive. En effet, selon cette théorie, ce sont les mutations spontanées graduelles, généralement de faibles seuils d'effet, qui s'accumulent au cours du temps et perfectionnent l'individu face à son environnement.
Toutefois, bien qu'expliquant l'adaptation, cela manque cruellement de poids pour expliquer la création de nouveautés évolutives majeures, comme la mitochondrie, ainsi que tous les processus métabolytiques, physiologiques que cela implique pour l'hôte et le symbionte. Mais ce n'est pas tout. Aussi, selon la théorie eukaryogénique, plusieurs propriétés cellulaires complexes ont émergé, comme une plus grande taille cellulaire et génomique, ou encore une organisation intracellulaire complexe. En ce sens, ne pouvant pas expliquer ces phénomènes par les micromutations, il faut utiliser une force évolutive additionnelle, nommée la symbiogénèse. Il s'agit de la formation d'un nouvel organisme avec des propriétés inédites issues de deux organismes distincts. Cette force évolutive serait par ailleurs davantage lamarckiste que darwinienne. En effet, ce sont bien des symbiontes de l'environnement qui ont été internalisés et qui seront transmis verticalement. Cela suggère que la théorie de l'évolution darwinienne est sérieusement remise en question, car elle a commis des erreurs substantielles quant au fonctionnement mécanistique et régulier de l'évolution. Avant de parler de l'éventualité d'utiliser une nouvelle force évolutive, parlons de contre-arguments à ce que nous venons de voir. En d'autres termes, il est possible que des grandes innovations évolutives, comme l'endosymbiose, puissent être expliquées par l'évolution néo-darwinienne, sans nécessiter d'un nouveau mécanisme évolutif créateur. Un argument qui revient est celui de dire que oui, penser la symbiogénèse comme un mécanisme à part entière d'évolution, comme l'évolution darwinienne, est légitime, en théorie, mais en pratique cela ne sert à rien de l'inclure. En effet, quand on étudie l'évolution par différents modèles, quand on fait de la génétique des populations, on a besoin par essence de mécanismes qui constituent des régularités causales modélisables, c'est-à-dire qui sont prévisibles entre cause et effet, et aussi des mécanismes communs. En revanche, les événements symbiogénétiques sont rares et imprévisibles. On ne peut pas écrire une équation simple qui dit si deux espèces coexistent, alors elles vont fusionner à un moment donné. Et plus encore, si l'endosymbiose arrive, elle va nécessairement aboutir à un système émergent fonctionnel et stable. Donc pourquoi ne pas rester sur l'évolution darwinienne avec ses propriétés génétiques conservées et modélisables ? Si on regarde plus biologiquement les processus génétiques, on se rend compte que les microchangements graduels darwiniens peuvent en théorie expliquer les épisodes macroévolutifs. En effet, il se peut que des mutations à seuil d'effet faible génèrent un fort effet phénotypique, à condition d'avoir un effet synergistique émergent d'une combinaison spécifique. De ce fait, on peut avoir l'émergence rapide d'une nouvelle fonction par ces accumulations de mutations. Aussi, penser que la microévolution n'explique pas la macroévolution, c'est penser implicitement que les microchangements sont relativement graduels et constants en termes d'accumulation. Or, il peut y avoir les mêmes phénomènes, mais intensifiés, par exemple par des changements soudains des environnements, induisant des bouleversements de forces adaptatives, induisant des créations de systèmes nouveaux sur une courte échelle temporelle. Dès lors, les forces mutationnelles pourraient être considérées comme le principal moteur des grandes transitions évolutives, telles que l'endosymbiose. Pourquoi pas penser que certaines mutations favorisent la perméabilité membranaire ou bien l'internalisation du symbiote, et que du côté du symbionte aussi, des polymorphismes favorisent la survie dans l'hôte et que d'autres polymorphismes permettent à l'hôte de tirer de l'énergie des protéobactéries. En d'autres termes, la macroévolution peut s'expliquer par la microévolution. En conséquence, l'intégration du symbionte peut être vue comme un apport abrupt de gènes, une macromutation qui sera alors soumise à son tour à sélection darwinienne. Toutefois, tout ce que je viens d'exposer est en réalité spéculatif, et rien n'est certain, car les épisodes macroévolutifs sont anciens et les étudier restent très théoriques. De ce fait, on peut légitimement penser qu'il est improbable que biologiquement les grands pas évolutifs, les équilibres ponctués, peuvent s'expliquer uniquement par des mutations ponctuelles et des différentiels de pression de l'environnement. Penser la symbiogénèse, c'est penser que des grandes innovations peuvent être issues d'un apport énergétique nouveau, plus efficace, augmentant le champ des possibles du génome. Il faudrait donc s'orienter vers des explications métabolytiques pour comprendre la stabilisation et le fonctionnement des systèmes émergents.
Le métabolisme fournit le cadre causal manquant. Il explique comment l'énergie circulant entre l'hôte et le symbionte a permis, juste après l'intégration symbiotique, la stabilisation et la complexification du système. C'est l'énergie, pas juste les gènes, qui est le mécanisme immédiat de compatibilité entre les constituants. Et c'est l'énergie qui en découle, qui est le facteur limitant de la complexification des systèmes. Donc la symbiogénèse est la condition, tandis que le métabolisme est le moteur évolutif causal. Par ailleurs, ce qui réconforte cette idée est le fait que le métabolisme n'est pas seulement une conséquence du génome, mais aussi une cause de changement génétique, influençant par rétroaction les degrés d'expression des gènes. Le métabolisme est donc à voir comme propriété émergente, pouvant être influencée par les gènes, mais aussi des interactions interindividuelles dépendant du contexte cellulaire, de l'écologie, du comportement cellulaire. Ainsi, considérer le métabolisme comme force évolutive, c'est accorder que d'autres facteurs comme les structures cellulaires ou bien le comportement soient aussi des forces évolutives à part, car influençant le métabolisme et aussi les différents modes trophiques, comme la prédation, le parasitisme, qui peuvent expliquer potentiellement l'intégration endosymbiotique. Il faudrait donc considérer une stratégie explicative complémentaire, intégrant génétique, métabolisme et structure comportement cellulaire. D'un côté, on peut souligner l'importance d'inclure tous les niveaux d'organisation dans l'analyse évolutive. Une telle approche holistique serait nécessaire dans la compréhension de systèmes complexes comme l'holobionte, conséquence des gènes, du métabolisme hôte microbiome et des micro-environnements où chaque niveau peut s'influencer. Cependant, en souhaitant tout expliquer, on n'explique plus rien. En effet, une telle ambition implique une complexité mathématique redoutable multifactorielle, perdant sa capacité à produire des prédictions, à être testée. Contre le risque de spéculation, il s'agit moins d'ajouter de nouveaux facteurs que de déterminer quelles forces évolutives comptent réellement dans chaque cas particulier. Par exemple, l'adaptation écologique des pinsons de Darwin est admise comme la force évolutive majeure explicative de leur radiation évolutive. Toutefois, certaines forces évolutives ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes. Par exemple, le métabolisme implique fondamentalement des interactions cellulaires et écologiques. Dès lors, pourquoi vouloir accorder une telle importance au métabolisme ? Pourquoi ne pas se restreindre à la génétique pour expliquer l'évolution, sans avoir besoin d'y intégrer des niveaux supplémentaires ? Considérer l'endosymbiose comme une macromutation est peut-être trop excessif, dans la mesure où l'entrée d'un organisme dans un autre constitue une reconfiguration totale du système. Ce type d'événement ne peut pas être modélisé par la seule génétique des populations. De plus, 50% du génome humain provient de transposons d'origine virale et certains organes aussi fondamentaux que le placenta sont façonnés par des événements d'intégration virale, différents selon les lignées de mammifères. En d'autres termes, le génome est un palimpseste évolutif, traversé par des échanges horizontaux, des invasions et des réarrangements. Ce constat complique l'idée que la génétique serait une base stable, suffisante, autosuffisante, pour modéliser la génétique des populations de tels sauts évolutifs. La question de la suffisance de la génétique peut se défendre en considérant un point de vue strictement darwinien. La sélection naturelle ne voit pas les mécanismes, mais que les traits et les effets sur la fitness. Doit-on alors nécessairement se restreindre à une conception phénoménologique ou doit-on plutôt considérer l'évolution de manière mécanistique ? Une question demeure. Pourquoi, dans le monde prokaryote, pourtant très abondant, extrêmement diversifié génétiquement et doté de temps de génération très courts, les épisodes d'endosymbiose stable sont si rares ? Si ces événements dépendaient uniquement des gènes, on pourrait s'attendre, en théorie, à observer bien plus d'épisodes de macroévolution. Leur immense variabilité génomique et leur reproduction rapide devraient statistiquement multiplier les opportunités d'endosymbiose majeure. Pourquoi alors n'en voit-on pas davantage ? Cette dualité génétique-métabolisme s'inscrit dans une opposition beaucoup plus ancienne, celle de deux grands paradigmes de l'origine de la vie. Replication First, hérité de Dawkins, stipule que la vie commence par un réplicateur, alors que Metabolism First, la vie émerge d'un réseau métabolitique auto-entretenu, selon que l'on donne la priorité à la réplication ou aux interactions métabolitiques, on conçoit l'évolution de façon très différente.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons pu analyser quelques grandes idées majeures de l'évolution et de la manière dont, en théorie, on pourrait prouver sa limite actuelle. N'hésitez pas en commentaire à participer au débat. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!